Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h20 à 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, comment enseigner la Shoah sans témoins? De nombreux chefs d'État ont été rassemblés aujourd'hui à Jérusalem à l'occasion du 75e anniversaire de l'ouverture des camps, tandis que d'autres délégations se trouveront lundi à Auschwitz-Birkenau en Pologne pour l'anniversaire de cette même libération des camps. Et dans le même temps, ouvre à Paris, au mémorial de la Shoah, une exposition, La Voix des témoins, qui rappelle chronologiquement combien les témoignages de survivants de la Shoah ont accompagné notre vie, notre deuxième XXe siècle et notre début de XXIe siècle. Cela a été le cas en particulier dans les écoles, avec la venue dans les classes de victimes de la Shoah, permettant aux élèves d'appréhender leur programme d'histoire de la Seconde Guerre mondiale grâce à la voix justement de ces témoins. Nous allons en parler avec trois invités, avec Élie Buzyn. Bonsoir Élie Buzyn, merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même rescapé de la Shoah, vous êtes auteur de J'avais 15 ans, Vivre, survivre et revivre, et de Ce que je voudrais transmettre aux éditions Alizio. Avec nous également Anne Anglaise, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Victor Duruy, c'est à Paris. Et avec Olivier Lalieu, vous êtes vous-même historien et vous êtes historien au mémorial de la Shoah. Mais je vous propose tout de suite d'entendre une archive. Elle date du 18 octobre 2002. Vous allez reconnaître la voix de Simone Veil. Nous sommes devenus grands-parents et même arrière-grands-parents. Mais la plupart d'entre nous ont déjà disparu. Bientôt s'éteindra complètement cette génération qui ne devait pas survivre. Le temps viendra aussi, où ceux qui nous ont interrogés de vive voix disparaîtront à leur tour. Et les livres seront alors les seuls dépositaires de nos mémoires. Ce n'est pas l'information qui fera défaut, mais le contact unique, irremplaçable, bouleversant de celui qui dit « j'y étais et cela fut ». Quelque irréparable que soit cette perte pour l'enseignement de la Shoah, il faut s'y préparer. L'ère des témoins s'achève. Quel en sera l'effet sur la commémoration et la transmission de la Shoah aux jeunes générations? Voilà, vous l'avez reconnu, c'était Simone Veil, alors présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc elle a été de 2001 à 2007 et c'est un discours au Conseil de l'Europe à Strasbourg le 18 octobre 2002. Élie Buzyn, vous avez témoigné dans votre livre Ce que je voudrais transmettre, mais auparavant dans l'autre livre que vous avez écrit, J'avais 15 ans. Vous avez témoigné de votre existence et de votre déportation. Vous êtes né en 1929 à Lodz et vous avez vécu justement cette déportation et en particulier la mort de votre frère en 1940, mais également votre vie en 1944 à Auschwitz. Et vous en avez écrit le témoignage parce que vous vouliez que ce témoignage soit transmis. Et vous dites aujourd'hui, ce qui est important, c'est de témoigner pour que d'autres puissent continuer à raconter cette histoire. C'est cela, c'est-à-dire qu'un jour, eh bien, tous les témoins auront disparu, tous les témoins de cette expérience atroce du XXe siècle auront disparu, mais il y aura des gens qui, comme nous, vous auront entendu et qui transmettront à d'autres plus tard. C'est cela? Oui, tout à fait. C'est très important. Et les témoins que nous formons actuellement, qui seront les témoins des témoins que nous sommes. Et on les charge d'abord dans nos familles propres. Il ne faut pas oublier le problème de la succession de nos générations, nous, nos enfants et nos petits-enfants, et même maintenant nos arrière-petits-enfants. Et donc, il faut vous dire que dans les foyers juifs, la succession et l'attachement de différentes générations, aussi bien en arrière qu'en avant, est extrêmement importante. Et vous savez, la tradition veut qu'on perpétue, mais encore maintenant, la mémoire des choses d'il y a 3000 ans. Et on les perpétue d'une façon sous forme religieuse, si on peut la critiquer si vous voulez, mais ça existe. Et on se rappelle la destruction du premier temple, du deuxième temple, et on le répète encore, et chaque année, ni l'année prochaine à Jérusalem, ça fait 3000 ans que ça persiste. Et donc, si vous voulez, nos témoignages actuels sont transmis d'abord à nos générations futures, qu'on sensibilise pour qu'ils n'oublient pas ce qui est arrivé à leur
grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Ça, c'est d'abord dans les Et familles. dans cette optique-là, moi, j'avais pris une décision récente, d'ailleurs relativement récente, d'emmener tous mes petits-enfants moi-même à Auschwitz à l'âge de 15 ans, l'âge auquel je suis arrivé moi là-bas. Et donc, je l'ai déjà fait pour 6 de nos 8 petits-enfants. Et le dernier, je m'ai triché, et je l'ai amené, au lieu de 15 ans, je l'ai amené à 13 ans. Dès qu'il a fait sa bar mitzvah, sa majorité religieuse, j'ai dit, Anton, tu viens avec moi, tu es assez mûr, on ne sait pas ce qu'il y aura dans 2 ans, moi je t'emmène. Il est venu, ça s'est très bien passé. Et la prochaine, ce sera, on a une petite fille. Il y a 7 garçons et une unique petite fille. C'est la princesse, bien sûr. Et je dois l'amener, et je vais l'amener, elle, je vais tricher encore un peu plus, à 12 ans. Parce qu'elle, à 12 ans, elle aura sa majorité. Les filles sont majeures à 12 ans, les garçons à 13 ans. Vous voyez là. Alors ça, c'est effectivement Voilà. à Donc, l'intérieur de la famille. Je l'emmène dans 3 ans, je vais l'emmener. Voilà. C'est à l'intérieur de la famille, mais une autre des questions, Olivier Lallieu, je me suis rendu ce matin au vernissage de l'exposition. Attends, excusez-moi, est-ce que je peux ajouter mais encore bien sûr, un mot? allez-y. Là, je parlais de nos familles à nous, Oui. nos descendants. Mais je suis également persuadé que nous devons témoigner devant les jeunes, tous les jeunes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, de France et de Navarre, qu'on leur transmette notre vécu le mieux possible et les charger de le raconter à d'autres. Voilà. C'est ce que fait le Mémorial de la Shoah, où vous êtes en tant qu'historien, Olivier Lallieu. J'étais ce matin donc à la présentation à la presse de cette exposition qui s'appelle Les Voix des témoins au Mémorial de la Shoah, qui re-raconte, et il faut aller la voir pour pouvoir se rappeler ce qu'ont été les premiers témoignages, ceux de l'immédiate après-guerre, ceux des années 50 et des années 60, ceux des années 70 et jusqu'à aujourd'hui, justement de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on y voit effectivement des dizaines et des dizaines de jeunes qui se promènent dans cet endroit mémorial pour pouvoir justement réapprendre ou apprendre ce qui s'est passé. Et cette question de la transmission a longtemps, depuis maintenant une vingtaine d'années, est passée par justement les témoins, comme celui qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire comme Élie Buzyn, Olivier Lallieu. Vous avez raison de dire d'abord que la question de la transmission et du témoignage, elle n'est pas récente. Et là, il faut d'emblée tordre le cou à une idée encore trop souvent pressante que les témoins n'ont pas parlé. C'est faux. En tout cas, tous les témoins, certains témoins ont parlé. La question de la mémoire, elle se forge dès le retour des camps où un certain nombre de témoins vont, de ce qu'on appelle aujourd'hui des témoins, mais de rescapés, eh bien, vont prendre la parole dans l'espace public. La vérité... Sans compter ceux qui, dans les camps même, autour d'Emmanuel Ringelboom, par exemple, ont écrit leurs témoignages avant de succomber et qui les ont enterrés dans la terre. Dans le ghetto de Varsovie. Voilà. C'est vrai aussi à Auschwitz avec Zalman Gradowski et d'autres qui, justement, souhaitaient interpeller le monde libre, leurs contemporains, à la fois sur leur passivité et en même temps sur leur responsabilité des faits face aux faits qui s'étaient produits dans le cadre de ces ghettos ou de ces camps. Mais je veux dire par là que les témoins, la parole des rescapés est là depuis 1945. Elle a souvent été, et Simone Veil le rappelait, inaudible, non considérée. Et quand, à partir des années 70-80, la Seconde Guerre mondiale entre enfin pleinement dans les programmes scolaires et trouve une place inédite dans l'espace public français, eh bien, la parole des rescapés de la Shoah est une parole qui est perçue comme secondaire par rapport à la mémoire dominante qui est d'abord et avant tout celle des déportés résistants et de la résistance. Donc il faudra attendre la décennie 80-90 pour qu'émerge véritablement cette reconnaissance nouvelle de la mémoire de la Shoah et donc une reconnaissance nouvelle pour celles et ceux qui en sont les porteurs, les rescapés de la Shoah et les autres générations touchées par ce drame.
Anne Anglès, vous êtes professeur d'histoire-géographie. Vous avez enseigné auparavant au lycée Léon Blum à Créteil. Oui. Vous avez d'ailleurs participé à un film. Je n'ai pas participé. Enfin, vous étiez dans votre expérience de professeur a été racontée. L'histoire de ma classe a été racontée dans un film. C'est un peu différent. Les héritiers, évidemment. Et vous êtes maintenant professeur d'histoire-géographie au lycée Victor Duruy à Paris. Cette émergence du témoin dans l'enseignement qui est le vôtre, l'enseignement de la Shoah, vous l'avez vu arriver à quel moment et comment avez-vous utilisé la parole des témoins dans votre propre enseignement et comment avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous allez faire cours plus tard, une fois malheureusement que ces témoins ne seront plus là pour témoigner? Alors, je vais essayer de vous répondre dans l'ordre. À la première partie de votre question, quand est-ce que les témoins sont arrivés dans ma salle de classe? Eh bien, dès que j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à travailler en tant que professeur d'histoire en 1991. Je dirais que dès 93, les premiers témoins sont entrés dans ma salle de classe, 93, 94. Alors, ce n'était pas forcément de mon initiative. Nous avions justement au lycée, d'abord au lycée Christophe Colomb à Sucy-en-Brie, puis ensuite au lycée Léon Blum où je suis restée presque 20 ans. Nous avions des documentalistes extrêmement actifs et je voudrais rendre hommage notamment à Sylvette Hommage qui était une documentaliste qui faisait venir des témoins extrêmement divers dans mon établissement et c'est un peu avec elle que j'ai commencé en recevant d'abord Sam et Rosine Radzinski, puis progressivement beaucoup d'autres avec des rencontres qui pouvaient se faire dans la salle de classe ou également dans la préfecture, à l'hôtel du département où des classes étaient conviées pour préparer le concours. Alors ça, c'était votre première partie de question. Donc je crois que très tôt, les témoins sont entrés dans ma salle de classe et j'ai envie de dire pas seulement sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Donc avec Maurice Kling, j'ai jamais su comment ça se disait, avec Léon Ziegel notamment, par exemple. Alors ça, c'était le premier point. Le second point, j'ai retenu la fin de votre question en tout cas, c'était comment faire cours après. Alors d'abord, je voudrais dire que ça va être en tout cas pour nous une véritable perte. Enfin, il faut comprendre qu'en ce moment, tous les gens qui travaillent sur l'histoire de la Shoah vivent une sorte de deuil qui ne cesse de se réactiver, puisque tous les jours, nous avons des informations sur des témoins que nous avons connus, des gens qui sont venus parler à nos classes et qui témoignent. Alors pour l'instant, nous les faisons venir encore. Je dois dire que j'ai eu la chance encore d'avoir une classe qui a rencontré justement Maurice Kling et Edith Cerno la semaine dernière dans mon lycée on leur a une gratitude énorme parce que après tout ils pourraient se reposer et couler des jours paisibles après des jeunesses bien compliquées. Alors travailler après, ça se fera dans le cadre de nos programmes et comme on fait des cours, ça se fera aussi avec tous les témoignages qu'ils ont laissés. Il y a les témoins, mais il y a aussi les témoignages. Et les témoignages, ils font l'objet de captation. Il y a un travail énorme qui a été mené sur tous les fronts et qui fait qu'on a une vraie base de données très très riche. Dans un moment où il a travaillé pour la Fondation Jean Jaurès, il a fait une intervention, Yanis Roder, qui est professeur aussi d'histoire, disait l'usage de la place du témoin pour raconter la Shoah, c'est très important parce qu'il y a la question de l'émotion. Cette émotion qui saisit ceux qui écoutent, quelqu'un qui avait 15 ans, ils ont 15 ans dans une classe aujourd'hui, ils écoutent quelqu'un comme Elie Buzyn qui avait 15 ans, et d'un seul coup, il y a une identification qui se produit entre eux, 15 ans aujourd'hui, et le témoin qui avait 15 ans au moment de la Shoah. Mais il dit, le risque, c'est une émotion qui est passagère parce que dans le rythme actuel de nos médias, de nos informations, cette émotion peut être gommée par d'autres émotions postérieures. Olivier Lalieu, vous avez au Mémorial de la Shoah l'occasion de faire beaucoup de voyages à Auschwitz, Birkenau, ou d'assister à ces rencontres avec des élèves. Qu'est-ce que vous pensez de ce risque-là, justement, de l'émotion qui peut-être étreint trop le jeune élève et qui sera succédé par une autre émotion ensuite. Voilà, ça c'est vrai que Yanis Roder le met en avant à juste titre, mais je crois qu'il ne faut pas opposer l'émotion
à la connaissance et à la réflexion. Parce que personnellement, l'émotion, je pense qu'elle est constitutive du sujet. De quoi parle-t-on si ce n'est d'un drame humain dont on n'a pas fini encore aujourd'hui pour les générations actuelles de toucher, d'en toucher les résonances. En revanche, je dirais que dans l'importance que nous portons aux témoins, c'est au-delà de l'émotion, c'est l'incarnation. Et de ce point de vue-là, et avec Anne, avec Élie, je pense qu'on aura l'occasion, sous votre conduite, de revenir là-dessus, c'est que l'histoire de la Shoah et l'enseignement et la transmission de la Shoah, d'abord qu'il faut dissocier d'abord de l'hommage et de la dimension liée à la reconnaissance et à l'attention portée à la mémoire des victimes, c'est une chose. L'enseignement, la transmission, c'est autre chose, c'est complémentaire. Et dans ce travail-là, on fait appel à la fois à l'histoire, au travail des historiens. On fait aussi appel, quand il s'agit auprès des élèves, de mesurer que finalement les Juifs, on parle ici des Juifs assassinés, mais il faut le remettre en perspective avec ce que les nazis voulaient éradiquer, c'est-à-dire à la fois non seulement les individus, mais aussi la part de civilisation, l'histoire de ces Juifs d'Europe. Donc en travaillant sur l'incarnation de ces victimes, de ces personnes, nous leur restituons leur part d'humanité en montrant ce qu'ils étaient avant, quelle a été leur trajectoire pendant, et aussi pour le petit nombre qui rentre des camps, ce que fut leur parcours à l'issue de cette tragédie, qui est en creux aussi une leçon d'espérance et de résilience. Élie Buzyn, Anne Anglès nous disait « On ne peut que remercier quand on est professeur des témoins comme vous qui prennent sur leur temps de retraite pour pouvoir venir voir des élèves et continuer à leur parler de cette expérience. » Qu'est-ce qui vous mobilise encore, Élie Buzyn, à votre âge, vous avez 90 ans, et qui vous pousse à accepter ces propositions de venir témoigner, venir raconter encore et encore, au risque parfois de revivre douloureusement l'expérience que vous avez vécue? Mais oui, en fait, je suis habité maintenant par un devoir de transmission. Et ce devoir, je ne l'avais pas pendant très longtemps. Si vous voulez, pendant 50 ans, je m'étais tu. Pourquoi je m'étais tu? Parce que je ne voulais pas parler au début, parce que j'étais persuadé, si on parlait de notre vécu, c'était gravissime, c'était même un risque de mort pour nous, de suicide. Et donc, j'avais décidé, j'ai même demandé à mes camarades de déportation de ne pas parler, de ne pas raconter, parce que c'était pas anodin. Et vous savez, même Primo Levi, qui a écrit très vite et très tôt, a fini par suicider à la fin. Pas tout de suite, mais par exemple, Bruno Bettelheim, qui était un grand professeur de psychologie à Boston, aux États-Unis, lui, il a décidé qu'il fallait parler, qu'il fallait raconter son vécu. Il a raconté pendant 3 ans ou 4 ans, il s'est suicidé après. Et donc, ces suicides de gens connus, on les connaît, mais on ne connaît pas les suicides des gens, des déportés qui ont essayé de parler, qui n'ont pas été écoutés ni compris, pas compris non plus, et donc ils se taisaient, et puis certains même, et donc moi je refusais volontairement, inconsciemment d'en parler, ni à mes enfants, ni à l'extérieur. Et maintenant que vous avez commencé à en parler, à témoigner, à écrire des livres et à dire que vous voulez transmettre, vous le faites comme un devoir. Oui, pourquoi? Il faut dire qu'il fallait quelque chose qui se déclenche en moi pour changer d'avis. Vous savez, on est parfois un peu bête, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, mais enfin, en tout cas, pour moi, était une chose certaine, que je ne voulais pas retourner à Auschwitz, Birkenau, ni en Pologne, ni marcher sur ce sol qui était imprégné du sang et des cendres de tant de millions de nôtres. Et donc j'ai dit, je ne retourne pas dans ma famille. Je l'avais dit, je n'irai jamais. Et notre fils a décidé autrement, à l'âge de 21 ans, comme il était majeur à l'époque, il a dit, moi j'ai décidé d'aller voir où mes grands-parents paternels que j'ai jamais connus, où ils ont disparu.
Alors ça a commencé par une engueulade, j'ai dit ils n'ont pas disparu, ils sont toujours dans nos têtes et dans nos cœurs, ils sont toujours là, mais si tu veux voir où ils ont été assassinés sauvagement, tu n'as qu'à y aller. Et au même moment où je disais le mot « tu n'as qu'à y aller », j'ai rectifié, j'ai changé mon avis 50 ans après. J'ai dit non, si quelqu'un doit t'accompagner là-bas, c'est moi. Tu ne peux pas aller sans moi là-bas. Et c'est grâce à lui que je suis retourné. Et en plus, je ne pouvais pas retourner tout seul avec lui. Je ne me sentais pas capable. Je travaillais encore à l'époque. J'ai dit à de mes camarades déportés qu'on fasse un petit voyage ensemble avec nos grands-enfants. Et on est parti 6 jours en Pologne, où on a visité tous les autres camps et nos villes d'origine, et bien sûr Birkenau, Auschwitz, etc. Et en rentrant, j'étais content d'avoir fait cette chose avec notre fils, et j'ai dit c'est fini. Et très peu de temps après, les petits-enfants, les premiers, a eu 15 ans, c'est que j'ai changé d'avis encore, j'ai décidé de les amener, voilà. Olivier Lallieu? Mais c'est très important parce qu'après ce voyage, j'ai changé complètement. Après ce premier voyage, il y a 50 ans après, j'ai dit il faut parler, il faut. D'ailleurs, j'ai essayé d'écrire assez rapidement, j'ai arrêté parce que ça m'a été trop lourd, mais j'ai dit il faut parler aux jeunes, voilà. Et c'est grâce à ces voyages, ça fait maintenant déjà il y a 25 ans. Olivier Lallieu. Ouais, je voudrais simplement rebondir sur une chose qui fait le lien entre la première intervention d'Élie et puis celle-ci, c'est sur finalement l'origine et la méprise aujourd'hui sur le terme à nouveau de devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est le devoir que les rescapés ou les déportés dans les camps, vous faisiez allusion à Gradowski ou aux gens de Nekchabat dans le ghetto de Varsovie, c'est le devoir qu'eux-mêmes se donnaient de porter la mémoire de leurs camarades disparus ou de témoigner de ce qu'ils avaient vécu auprès du monde extérieur. Voilà, nous, notre devoir à nous, et je parle de ceux qui, effectivement, qui ne s'inscrivent pas dans la tradition juive, qui est celle du Zahor, du souvenir. C'est ce que Élie nous disait. Mais pour la société dans son ensemble, pour les institutions de la République, pour l'enseignement, pour l'éducation nationale et au croisement de tout cela, finalement aussi, évidemment, le mémorial de la Shoah, nous avons un devoir à la fois d'histoire et de transmission. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'un documentaire de David Teboul, diffusé sur France 3 le 27 juin 2018, où on entend deux déportés, Simone Veil et Marceline Loridan, discuter ensemble. Elles sont allongées sur un lit et elles discutent toutes les deux face à face de ce moment où elles se sont rencontrées. Un petit extrait. Toi, avec ta mère et ta sœur, c'était extraordinaire de vous voir toutes les trois. Je t'enviais pas, hein. D'être avec maman et... Ouais. J'étais libre, moi. Je me sentais vachement libre, moi. J'avais plus personne, c'était pas mal. Puis si j'étais venue avec mon petit frère et ma petite sœur, je serais passée direct à la chambre à gaz, alors. Il fallait mieux être seul. Mais toi, je te disais, toutes les trois, vous étiez... pour nous toutes, pas que pour moi, pour beaucoup d'autres filles, symbolisiez une dignité qui restait toujours. Je l'ai encore dans les yeux, ta mère, j'ai jamais oublié. En même temps, ça m'effrayait, je me disais, qu'est-ce que ça doit être chiant d'être ici avec sa mère. Est-ce qu'on s'est croisés à Bergen-Belsen? Ah bah oui, je suis venue te voir, je te cherchais partout. On s'est vu, puis tu es partie très vite. Et puis ta mère était en train de mourir. Très mal. Ouais. Maman est morte du typhus, Milou l'a eu, mais très gravement. Elle est rentrée très très mal. France Culture. Il y a des affaires qui reprennent là. Le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Voilà, vous pourrez d'ailleurs entendre le réalisateur de ce documentaire, David Teboul, dans la grande table la semaine prochaine à l'occasion de la programmation exceptionnelle de France Culture autour du 75e anniversaire de la libération des camps. On entendait Marceline Loridan-Ivens, morte le 18 septembre 2018. On entendait Simone Veil, morte le 30 juin 2017. Voilà deux voix qui se sont éteintes, mais néanmoins, comme vous le disiez tout à l'heure, Anne Anglès, leur témoignage est là, et ce témoignage d'une fraîcheur incroyable que l'on entend,
de jeunes filles qui se sont rencontrées dans un camp et qui témoignent encore des années plus tard et qui témoigneront pour des années encore après, Anne Anglès. Oui, c'est effectivement depuis les années 80, je crois qu'il y a eu une prise de conscience, il y a eu tout un travail de captation. Moi, ce qui me semble important de dire, c'est qu'on a ces outils qui sont des outils merveilleux et c'est rassurant de savoir qu'on les a. Ces témoignages, néanmoins, je dirais qu'ils sont à la fois, quand le témoin vient dans la salle de classe, il ne vient pas, c'est pas un Deus ex machina, c'est-à-dire qu'il arrive, il y a eu un travail fait avant et il y aura un travail fait après. Et ça, c'est essentiel déjà de le rappeler. Le témoin n'est pas là pour faire un cours d'histoire. Finalement, il ne remplace pas le cours. Et il ne remplace pas le cours, bien sûr. Il va l'enrichir, il va l'éclairer, il va peut-être nous donner à voir des aspects que nous n'avions pas pris en compte. Mais c'est vrai que dans la salle de classe, le travail du professeur, pour la Shoah comme pour la prise de la Bastille, c'est de poser des faits, d'en expliquer, d'en remonter aux causes et d'en décrire les conséquences. C'est-à-dire qu'on est dans un travail de rationalité qui est essentiel. Mais néanmoins, est-ce que les professeurs d'histoire n'ont pas, parce que les témoins étaient présents, qu'ils soient témoins de la résistance, témoins de la déportation et de la Shoah, étaient présents, n'ont pas usé justement de cette présence physique, de cette émotion dont on parlait tout à l'heure, de cette incarnation dont on parlait à l'instant même avec Olivier Lalieu, pour pouvoir justement enrichir son cours. Et donc une fois, effectivement, malheureusement, les témoins disparus, cette possibilité d'avoir cette incarnation, d'avoir cet enrichissement ne sera plus là. Alors l'incarnation, d'abord, elle est essentielle parce que le projet nazi, c'est d'exterminer des millions d'individus en niant leur identité. Mais l'incarnation, elle peut se faire autrement. Alors on peut citer pas mal de travaux divers et variés qui sont menés par mes collègues. Moi, je voudrais simplement parler de celui que je mène en ce moment, c'est-à-dire dans mon lycée, eh bien, il y a eu des élèves déportés qui n'ont pas laissé de traces. Donc voilà, là, nous avons lancé un travail de recherche et on est dans l'infiniment petit. L'infiniment petit, c'est les listes, c'est par là qu'on commence. On est allé, on a des noms. Et puis on est allé voir, chercher au mémorial de la Shoah ce qu'il pouvait y avoir, qu'est-ce qu'il y a en ligne, quelles archives avons-nous, qu'est-ce que nous avons comme photographie, avons-nous des photos de classe ou pas. Et petit à petit, des généalogies se reconstruisent et l'histoire, elle peut s'incarner par un travail qui ressort du travail de l'historien dans son atelier ou dans son laboratoire. Voilà ce que j'ai envie de dire. Olivier Lalieu, on sait que, par exemple, aux États-Unis, mais aussi à Stockholm, dans des endroits comme cela, on tente de mettre en place des systèmes d'hologrammes, par exemple, en disant on va enregistrer avec des dizaines de caméras les témoins, on va les mettre assis, on va leur poser plein de questions et comme ça, ils témoigneront, même après leur mort, devant des publics qui leur poseront des questions. Est-ce que ça, ce sont des moyens qui vous paraissent utiles pour les générations à venir, qui correspondent à une nouvelle approche, Olivier Lalieu, en tant qu'historien, comme d'ailleurs la story Instagram qui a été mise en place, qui s'appelle Eva Stories, où on fait rejouer à une jeune fille d'aujourd'hui, mais dans des costumes d'époque, l'histoire de quelqu'un qui va mourir à Auschwitz-Birkenau. Alors, d'abord, je ne veux pas enterrer les témoins trop vite. Ils sont encore là, à l'image d'Elie, à l'image d'un certain nombre qui continuent inlassablement à témoigner, notamment au mémorial de la Shoah ou avec l'Union des déportés d'Auschwitz. Ils seront encore 5 à témoigner en streaming le 27 janvier dans de très nombreux établissements scolaires. Le matin même, sur le parvis du mémorial avec le président de la République, il y aura plusieurs dizaines de rescapés. Donc, ils sont encore là, ils ont une place. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, la majorité de l'enseignement de la Shoah se fait en dehors de la présence de ces présence physique, bien sûr, physique ou en streaming. L'essentiel de l'enseignement se fait sur la base des programmes scolaires sans la présence des déportés, mais parfois en utilisant évidemment le témoignage audiovisuel ou ce legs culturel, artistique extraordinaire qu'ils nous ont légué, Simone Veil le rappelait, et qu'il nous appartient de sanctuariser et d'utiliser dans le meilleur sens du terme. Donc, voilà, il faut remettre en perspective cela. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je rejoins infiniment le discours et la pratique qu'a mise en avant Anne, parce que, à l'image aussi, par exemple, de ce que nous faisons dans le cadre d'ateliers au sein du mémorial de la Shoah, ou dans ce que nous faisons pour préparer les élèves qui ensuite vont partir lors de voyages d'études
en Pologne, où des 4 coins de la France, eh bien, ces classes travaillent à l'échelle de leur établissement scolaire, de leur ville ou de leur village, pour essayer de voir les traces aujourd'hui que parfois ils se mettent dans la position d'historiens et qu'ils découvrent par eux-mêmes. Il y a un travail formidable aujourd'hui qu'il se fait et qui devra pouvoir se faire demain, à condition que les programmes scolaires continuent à sanctuariser cette place de la Shoah. Oui. Et c'est là qu'effectivement, on ne peut que regretter qu'actuellement, en tout cas au lycée, la Seconde Guerre mondiale ne va plus s'enseigner qu'en terminale sur un temps extrêmement contraint. Élie Buzyn, vous avez beaucoup appris à ceux qui vous écoutaient lorsque vous discutiez avec eux de votre expérience de la déportation. Qu'est-ce que vous avez appris vous-même des questions qu'ils vous posaient, du regard qu'ils posaient sur votre expérience de vie, de ce qu'ils vous ont... Ce qui vous a surpris d'une certaine façon dans l'aller-retour que l'on a forcément dans une rencontre avec des jeunes, avec une classe, avec ceux que l'on rencontre soit à Auschwitz-Birkenau quand on fait les voyages avec eux, ou ceux que l'on rencontre dans une classe. Qu'est-ce que vous avez appris, Élie Buzyn, de cette rencontre ? Ce que j'ai appris de la rencontre, c'est qu'il y a des questions qui reviennent toujours de la même manière, qui se posent. Par exemple, il y a une question qui est très gênante que j'ai appris, c'est le problème de la vengeance. Et elle est posée pratiquement à chaque bonne intervention. Il y a toujours quelqu'un qui me pose la question, est-ce que je voulais me venger, et comment je m'y suis vengé, etc. Et c'est curieux quand même que cette question m'a beaucoup interpellé, parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi elle intéresse tellement les jeunes. Et donc je leur répondais que notre vengeance était un peu particulière. C'était pas devenir un tueur ou un assassin parce qu'on a assassiné toute notre famille, etc. Que notre vengeance était de démontrer que nous étions capables de survivre et de refaire notre survivre et de revivre après. Et notre vengeance, c'est de démontrer à nos ennemis antisémites de tous les bords qu'ils ont échoué, qu'ils n'ont pas réussi du tout et qu'ils vont disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Voilà. Et que tous les antisémites, même assyriens il y a 3000 ans, ont tous fini par disparaître. Voilà. Et ce problème de vengeance m'avait interpellé beaucoup. Parce que vous ne vous posiez pas la question de cette manière, d'une certaine façon. C'est parce qu'on vous l'a posée de cette manière que vous avez été touché. Absolument, absolument. Donc, je répondais, et puis on me posait aussi la question, est-ce que l'antisémitisme pouvait s'arrêter? Comme ça. C'était au mémorial, il y a 2-3 mois, une classe, il y avait 4 classes terminales qui étaient là en bas, et on m'a posé cette question qui m'a interpellé d'ailleurs. On n'était pas habitué à avoir ce genre de questions. Mais j'ai répondu quand même que l'antisémitisme ne va pas s'arrêter. C'est que la notion de bouc émissaire des problèmes socio-économiques, il y en a toujours et partout dans le monde et de tout temps. Il y a 3000 ans comme maintenant. Et les gens ont besoin d'explications qui est responsable des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Et les responsables, c'est un bouc émissaire. Le juif, c'est facile, le tzigane, le slave, n'importe qui. On trouve toujours quelqu'un de responsable. C'est tout. Et c'est très important. Et les gens comprennent que l'antisémitisme ne va pas disparaître, mais les antisémites finissent par disparaître. Voilà. Anne Anglès, vous-même, je pourrais vous poser la question. Vos élèves vous ont fait des retours, j'imagine, sur la présence de ces témoins de la Shoah dans les classes que vous dirigiez. Et vous-même, en tant que professeur, vous avez dû changer votre manière de voir, peut-être votre manière de voir la transmission de l'histoire par cet usage des témoins dans les classes. Qu'est-ce que vous avez changé ou en quoi vous avez considéré qu'ils étaient un apport pour d'autres périodes, à d'autres moments, pour d'autres façons de faire, pourrait-on dire, dans l'enseignement? Oui, alors je crois que là, vous touchez du doigt quelque chose d'essentiel. C'est vrai qu'ouvrir la salle de classe, c'est
faire venir des témoins, que ce soit pour la guerre d'Algérie, pour d'autres conflits, mais ça peut être, pourquoi pas, pour des conflits sociaux aussi, ou pour tout à fait d'autres aspects. Je crois que c'est quelque chose qu'on aimerait généraliser, en tout cas qui apporte à nos élèves. Ce qui est frappant, en tout cas, quand on regarde nos élèves, c'est que le temps du témoignage est un temps pour eux d'exception. Ils oublient leurs petits comportements infantiles, puérils. Ils sont dans une écoute extrêmement attentive. Ils sont investis d'un autre rôle. Totalement, voilà. Là, donc ça, c'est ça qui change. Mais je dirais que notre travail à nous, c'est de leur montrer que le témoignage, je ne parle pas du témoin, mais le témoignage, c'est un des matériaux, c'est une des sources de l'historien. Et ça se travaille comme d'autres sources. Mais ce sur quoi je voudrais insister quand même, c'est que le témoin de la Shoah, il est une exception, et pas parce que nous avons affaire à des personnes qui maintenant sont d'un grand âge et qui obtiennent un très grand respect, mais simplement parce que des rescapés, par définition, il n'y en a eu quasiment pas. Et moi, ce qui me tient à cœur aussi, c'est que les élèves comprennent que la Shoah, c'est l'absence, c'est la disparition programmée, voulue, et que notre travail, eh bien, c'est justement de collecter des traces pour combler le creux. Oui, y compris des volontés d'éliminer les traces, voilà, même des exactions et des crimes des nazis. Olivier Lallieu, cette exposition qui commence lundi, je crois, c'est ça, au mémorial de la Shoah, va permettre de réentendre des voix de témoins disparus, de revoir des visages, de comprendre comment la société française a évolué par rapport à ce regard sur la Shoah, et permettre aussi peut-être de continuer à transmettre, comme on le disait tout à l'heure, les témoins ne nous quittent pas vraiment. Non, et puis c'est vrai que Primo Levi a disparu, et pourtant son œuvre est là, et le message si puissant qu'il a souhaité léguer est toujours présent, et il en est de même pour Elie Wiesel. Donc cette exposition, elle va mettre à la fois en avant un certain nombre de visages très connus et reconnus de cette transmission de la mémoire de la Shoah, et elle va surtout les remettre en perspective dans ce contexte plus large, depuis finalement les camps eux-mêmes, cette voix qui devait être portée pour que, même si les individus disparaissaient, le plus grand nombre, Anne à juste titre l'a rappelé, disparaissait, eh bien le message qu'ils entendaient léguer devait perdurer. Et puis évidemment la programmation exceptionnelle de France Culture sur ce 75e anniversaire de la libération des camps, avec ce week-end, le 25 et 26 janvier, une histoire particulière de Dominique Prusac autour de Ginette Kolinka, N'oubliez jamais, mais également lundi Armand Bulva et Ritipan dans les matins de France Culture, et puis toute une semaine du cours de l'histoire, donc de Xavier Mauduit, avec de 9h à 10h toute la semaine prochaine, Annette Vevorka, Audrey Kichelewski, Judith Lioncan, Yanis Roder et bien d'autres qui seront présents pour pouvoir rappeler cette histoire. Et je vous rappelle aussi qu'il y aura dans la grande table David Teboul avec Ruth Zilberman, et puis il faut mentionner le numéro 5, la saison 5 de la série de podcasts originaux de France Culture, Mécanique du complotisme, sur le négationnisme, qui vient tout juste de sortir sur le net. Donc vous pouvez écouter cette série de Roman Blanchard et Guillaume Baldi, Thomas Luther également. Et puis France Culture est partenaire d'une soirée continue sur France 2, mardi 28 janvier, une soirée continue sur l'antisémitisme aujourd'hui. Merci beaucoup Élie Buzyn d'être venue, ainsi que vous Olivier Lallieu et Anne Anglaise d'être venue pour pouvoir parler et tenter de répondre à cette question. Donc, comment enseigner la Shoah sans témoin ? Voilà, c'était le temps du débat. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil, à la vidéo, Jordan Fuentes, et à la réalisation, Laurence Malondin. Merci beaucoup aux archives INA, Véronique Jolivet, ainsi que Caroline Chauss, de la documentation sonore d'actualité de Radio France.